partager mon écran. Donc, c'est bon, mon écran, il est partagé. Oui. C'est bon, en cours, présentation. D'accord. Donc, le chapitre 1. D'accord. Donc, c'est bon, mon écran, il est bien partagé? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord. Et donc, la dernière fois, on a entamé le premier chapitre et nous avons abordé le processus de conception des produits. Et donc, nous avons détaillé les différentes étapes de conception d'un produit. Donc, nous avons dit que la conception d'un produit se fait en plusieurs étapes. Donc, les étapes de conception d'un produit, c'est ça. En fait, c'est la première étape, c'est la planification, développement de concept. Après, il y a la conception préliminaire et la conception détaillée. Et donc, il y a des tests et un raffinement. On réalise des prototypes et on fait des tests sur ces prototypes et on les développe en fait. Et la dernière étape, c'est la montée en cadence. Donc, on a abordé l'innovation. Et donc, on a défini ce que c'est que l'innovation et on a abordé le concept de brevet. Nous avons défini ce que c'est qu'un brevet, nous avons donné des exemples. Nous sommes arrivés là. Et donc, comme je vous ai dit, donc, dans ce chapitre, nous allons parcourir le produit, le process et le système de production. Donc, comme on avait dit, donc, on ne peut avoir de produit si on n'a pas un processus de production. Et on ne peut pas avoir de processus de production si on n'a pas un système de production. Et donc, nous avons abordé dans un premier temps qu'est-ce que c'est qu'un produit, comment le concevoir. Dans un deuxième temps, nous allons aborder qu'est-ce que c'est qu'un processus et comment le concevoir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un processus de production? Donc, un processus de production, c'est un ensemble de moyens. Donc, un processus de production, il a des entrées, c'est les matières premières, et il a des sorties, c'est le produit fini. Et qui est-ce qui réalise ces produits finis à partir des matières premières? C'est des moyens. Donc, les premiers moyens qu'on peut avoir, c'est les moyens de production. Donc, les moyens de production ne sont pas suffisants. Il faut aussi stocker le produit en cours. À la fin et au début, il faut stocker les matières premières. Il faut aussi des moyens de transport pour transporter le produit d'une machine vers une autre machine, d'un magasin vers une première machine, ainsi de suite. Il faut des moyens de manutention pour pouvoir manutentionner le produit. Quelle est la différence entre les moyens de manutention et les moyens de transport? Donc, le moyen de transport, il transporte le produit sur de longues distances. En général, il transporte le produit d'un moyen de production vers un autre moyen de production. Donc, les moyens de manutention, comme les robots et les manipulateurs, ils transportent le produit au sein du poste de production. Par exemple, on a besoin d'un robot qui va prendre la pièce, il va alimenter la machine, ainsi de suite. Et donc, ces moyens, ils sont chapeautés par un logiciel de pilotage d'atelier. Donc, ça peut être un logiciel de type, un logiciel de supervision ou autre. Donc, c'est ça les moyens de production. Donc, la première étape pour industrialiser un produit, c'est de sélectionner le processus qui va nous permettre de réaliser ce produit. Donc, pour sélectionner le processus, on se base sur les données techniques, la dimension et la masse du produit, et les données commerciales, la quantité à fabriquer, le prix, ainsi de suite. Donc, pour sélectionner un processus, on se base sur comme on a dit, les données techniques et les données commerciales. Et donc, on se définit un certain nombre de critères qui permettent d'évaluer le processus. Parmi ces critères, il y a la capacité de production. Donc, le premier critère qu'on doit définir, c'est ce processus de production, quelle est sa capacité? Le taux de production possible, par exemple, une cimenterie,
Est-ce qu'elle doit fabriquer 2 tonnes par jour ou est-ce que la quantité qu'elle est censée fabriquer ce processus? C'est ce qu'on appelle la productivité. Donc, un processus est productif s'il est capable de réaliser une grande quantité de produits. Le deuxième critère sur lequel on se base pour sélectionner un processus, c'est la flexibilité. Donc, de nos jours, le seul critère, c'est pas la productivité. Donc, il y a aussi une autre notion qui est la flexibilité. Qu'est-ce que c'est qu'en fait la flexibilité? C'est la capacité d'un processus à fabriquer différents types de produits. Donc, par exemple, en automobile, donc, on a besoin de... Donc, autrefois, on avait ce qu'on appelait les lignes de transfert. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne de transfert? C'est une ligne de production. Entre les postes, il y a un système de transfert qui transfère automatiquement le produit d'un poste vers un autre produit, vers un autre poste. Donc, c'est ce qu'on appelle un système de transfert. Monsieur? Oui, monsieur, je vous entends. Vous avez une question? Monsieur, راه كان الصوت مشى. Oui, 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 c'est bien que vous m'avez... Moi, je sais pas, j'ai fait une mauvaise manipulation et le son, il a disparu. C'est bien que vous m'avez averti parce que sinon, j'aurais continué sans le micro. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que... Donc, on a parlé de la capacité de production. Et donc, la deuxième notion, c'est la flexibilité. Donc, vous savez ce que c'est que la flexibilité? Et donc, comme j'avais dit de nos jours, au niveau de l'automobile, donc on opte plutôt pour des machines flexibles. Comme ça, on pourra fabriquer des lots de produits. Par exemple, on peut fabriquer un lot, par exemple, une installation de fabrication de bielle. Donc, on pourra fabriquer la bielle de la Clio. Et donc, arrêter le lot de fabrication et faire des réglages, changer les outillages et lancer la production d'un autre lot. Le lot, par exemple, de la bielle de la Mégane, par exemple. C'est ce qu'on appelle la flexibilité. C'est la capacité des machines à fabriquer plusieurs types de produits via des réglages. C'est bon? C'est bon, cette notion de flexibilité? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord. Il y a aussi la réactivité. Qu'est-ce que c'est que la réactivité? Elle est mesurée par le temps de cycle.
Donc, la réactivité d'un processus, elle est mesurée par le délai qui s'écoule entre l'instant où on a lancé la production et l'instant où on a fait sortir les premières pièces au niveau de la ligne de production. Donc, la réactivité, donc qu'est-ce que c'est que la réactivité? Ça veut dire que la flexibilité, on doit pouvoir réagir rapidement. Si par exemple, le client nous demande les bielles de la Mégane, et donc on fabrique la bielle de la Mégane, si après il nous dit j'ai plus besoin de la Mégane, j'ai plutôt besoin de la Clio. Donc on doit être capable de rapidement changer la production. Et donc le temps de cycle, il y a aussi la tension de flux, travailler en flux tendu. Donc, c'est quoi la tension de flux? C'est un indicateur qui nous permet de calculer le temps de présence de la pièce au niveau de l'atelier par rapport au temps où il subit une opération à valeur ajoutée. Par exemple, supposons que vous avez une bielle dans la gamme d'usinage, elle a un temps de 2 minutes. C'est-à-dire que toutes les opérations, toutes les phases de cette gamme d'usinage, il nécessite 2 minutes. Par exemple, la première phase, elle se fait en 35 secondes. La deuxième phase, elle se fait en 45 secondes, ainsi de suite. Et si on fait la somme, on va trouver qu'il faut 2 minutes pour fabriquer la pièce. Cette pièce, elle peut être présente au niveau de l'atelier 2 heures, 4 heures, parce il peut subir, il peut y avoir des attentes, des stocks, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de temps où il ne subit pas de valeur ajoutée. Elle est là sans subir de valeur ajoutée. Donc, on peut avoir plusieurs types d'ateliers. On peut avoir des ateliers de flow shop, comme on va le voir après. Comme on peut avoir des ateliers de job shop. Donc, au niveau des ateliers de flow shop, donc la tension de flux, elle est meilleure. Elle est en général de l'ordre de 80%. Donc, il y a des ateliers de job shop dans lesquels la tension de flux, elle est plus faible, en fait. Parce que la pièce se déplace d'une machine à l'autre, ainsi de suite. Il y a beaucoup de pertes de temps. D'accord. Et donc, moralité, ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que la première étape du processus d'industrialisation, c'est la sélection du processus. Et la sélection du processus, il se fait sur la base de plusieurs critères, parmi lesquels il y a la capacité de production, la flexibilité, la réactivité, la tension du flux, ainsi de suite. Et autrefois, ce qui intéressait les industriels le plus, c'est le taux de production, c'est la productivité. Mais de nos jours, les industriels sont de plus en plus intéressés par la flexibilité et la réactivité. Et donc, puisque la première étape, c'est la sélection du processus au niveau de l'industrialisation d'un produit, donc on va voir quels sont les différents types de processus qu'on peut trouver au niveau de l'industrie. Donc, la classification du processus se fait selon le produit et selon le process. Selon le produit, on a ce qu'on appelle la quantité et la diversité, ou la quantité et la variété. Donc, on peut avoir besoin de fabriquer de petites quantités, mais de façon variée. Donc, en général, la quantité et la variété, elle est en corrélation inverse. Donc, on ne peut pas avoir la quantité et la variété. Si on a la quantité, on n'a pas la variété. Si on a la variété, on n'a pas la quantité. Donc, les systèmes de production unitaires, comme par exemple au niveau de l'atelier de l'ENSAM. Donc, au niveau de l'atelier de l'ENSAM, donc on fabrique n'importe quel type de produit. Mais quand on lance la production, on peut produire une seule pièce, 2 pièces, à la limite 3 pièces. Donc, on a besoin de petites quantités et on a besoin
d'une grande variété. Et donc, en général, on fait appel à des ateliers de type atelier ENSAM, en fait. Donc, c'est des ateliers de production unitaire. C'est ce qu'on appelle les ateliers par projet. Comme par exemple les industries de fabrication ferroviaire ou les industries de fabrication navales. Les ateliers au niveau de l'industrie navale, ils sont des industries par projet parce que lorsque on veut fabriquer un navire, construire un navire, donc on ne va pas construire 26 000 navires. Donc à la limite, on va construire 3 ou 4 navires. Donc on a des ateliers dont les machines sont des machines classiques, des fraiseuses classiques, des tours classiques, ainsi de suite. Comme ce que vous avez au niveau de l'atelier ENSAM. Donc le deuxième type de système de production, c'est la production par lot. Donc la production par lot, on est à mi-chemin entre la variété et la quantité. Donc on veut fabriquer un nombre de pièces assez élevé, par exemple, c'est le cas dans l'automobile, mais on veut aussi avoir une certaine flexibilité. Donc, par exemple, un atelier de fabrication de bielles. Donc, ça va être le cas de la production par lot. Qu'est-ce que c'est qu'un lot? Un lot de pièces, c'est un ensemble de pièces qui sont fabriquées dans les mêmes conditions, en même instant, avec les mêmes machines. Donc, on lance des lots et on affecte le numéro de lot à un lot de production. Donc, le numéro de lot, il permet d'assurer la traçabilité de production. Parce que lorsque vous lancez la production d'un lot, puisque les différentes pièces sont produites dans les mêmes conditions, avec les mêmes machines, avec les mêmes opérateurs, si une pièce elle est bonne, toutes les autres pièces ils sont bonnes. Si une pièce elle est mauvaise, toutes les autres pièces sont mauvaises. Donc c'est pour ça que si on rappelle, on ne va pas rappeler une ou deux pièces, on va rappeler le lot entier. C'est bon. Donc, au niveau de la production par lot, comme on a dit, on a des machines qui sont flexibles. C'est-à-dire quoi, des machines qui sont flexibles? Donc, des machines qu'on peut régler. Donc, on peut changer les outils, ainsi de suite. Par exemple, une machine de fabrication de bielles. Donc, on peut concevoir une machine flexible à l'aide de laquelle on peut fabriquer plusieurs types de bielles. Il suffit, par exemple, de changer les outillages, de changer les montages d'usinage, de faire des réglages par-ci, par-là, ainsi de suite, et lancer la production d'une nouvelle pièce. On a les systèmes de production de masse. Et donc là, il n'y a pas de variété. Un système de production de masse comme des lignes de transfert. Donc ça existait autrefois au niveau de l'industrie automobile. De nos jours, ça existe dans d'autres industries. Donc une ligne de transfert, donc elle est formée de plusieurs postes et le produit, il est transféré d'un poste à l'autre. Et la ligne de transfert, il est conçu pour fabriquer un seul type de pièce. Mais la quantité, elle est très importante. Donc on fabrique de grandes quantités de pièces. Donc au niveau de la production par lot, on a des systèmes de production de petites séries et on a des systèmes de production de grandes séries. Les systèmes de production de petites séries, ils fabriquent des quantités qui sont inférieures à 100, par exemple une cinquantaine de pièces, une vingtaine de pièces. Les grandes séries, c'est en général de l'ordre de 1000 pièces et plus. La variété, c'est le nombre de variantes de produits qu'on peut fabriquer. Et comme on avait dit, la variété, elle est en corrélation inverse avec la quantité. On ne peut pas avoir un système, comme disent les Français, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on conçoit un système flexible, ça sera au détriment de la productivité. Si on fait la conception d'un système productif, très productif, ça sera au détriment de la flexibilité. Donc, c'est un compromis à faire. Donc, c'est pour ça que, comme on a dit, donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner le processus. Et pour sélectionner le processus, on doit savoir est-ce qu'on a besoin plutôt de la flexibilité ou de la productivité au niveau d'un système de production.
Donc, on peut avoir une autre classification au niveau des processus. Donc, on a deux types de processus, les processus flow shop et les processus job shop. Le flow shop, c'est l'atelier de flux. C'est une terminologie anglaise. Flow, c'est flux. Shop, c'est atelier. Parce qu'en anglais, shop floor, c'est l'atelier. Shop, c'est le magasin. C'est la... Donc, shop floor, c'est l'atelier. Donc, on peut traduire flow shop par atelier de flux, job shop par atelier de travaux. Parce que job en anglais, c'est travail. Donc, lorsque les produits à fabriquer, ils ont les mêmes gammes, c'est-à-dire qu'ils vivent la même opération. Donc, le temps opératoire, il peut être différent, mais il faut que la séquence des opérations soit la même. Alors, dans ce cas, les machines, ils sont disposées de manière linéaire suivant la gamme de production. Donc, le brut, il est d'un côté, il subit les différentes opérations et il se sort de l'autre côté complètement usiné. Quand est-ce qu'on a un job shop? Lorsque le produit qu'on veut fabriquer, ils n'ont pas les mêmes séquences d'opération. Ils ont des gammes différentes. Et donc, en général, un flow shop, il est plus productif qu'un job shop. Un job shop, il est plus flexible qu'un flow shop. Exemple de job shop, c'est l'atelier mécanique de l'ENSAM, par exemple. C'est un job shop. Pourquoi est-ce que c'est un job shop? Parce que aujourd'hui, je peux fabriquer une pièce prismatique. Donc, il y a une gamme. Je vais commencer par une opération de fraisage et après, ça va être le tournage. Donc, une autre fois, donc, la gamme d'une autre pièce, elle va être complètement différente. Et donc, on ne peut pas disposer les machines de manière linéaire. Donc, ils sont disposés de manière... ils ne respectent pas la gamme de fabrication. Donc, la pièce, elle est obligée. C'est elle qui se déplace, ce n'est pas la machine, en fait. Donc, on ne déplace pas les machines. Donc, les machines sont disposées au niveau de l'atelier. Et lorsqu'on veut fabriquer une pièce, la pièce, elle va prendre un circuit qui est un petit peu complexe. Ça dépend du nombre d'opérations qu'elle va subir. Donc, en fonction de cette classification, on peut définir plusieurs types de systèmes de production en fonction de la flexibilité et de la productivité. On a les ateliers classiques, comme l'atelier de l'ENSAM. Donc, c'est un atelier qui est de type job shop, qui n'est pas du tout productif et qui est très flexible. Donc, à l'autre bout, on a les lignes de production qui est de type flow shop, qui est très productif, mais qui n'est pas du tout flexible. Une ligne de production, elle est dédiée, comme son nom l'indique, elle est dédiée à la fabrication d'une seule pièce. On a des ateliers flexibles. Donc, parmi les ateliers flexibles, donc on peut citer l'atelier flexible de l'ENSAM. Donc, on peut avoir un atelier composé de machines-outils à commande numérique. Et entre ces machines à commande numérique, on peut avoir des robots ou des chariots philo-guidés. Et on constitue ce qu'on appelle un atelier flexible. Donc, on peut avoir des cellules flexibles. Donc, comme on va le voir, donc les cellules flexibles, c'est exemple la cellule flexible de l'ENSAM. Comme on va voir par la suite. Donc, parmi les types d'implantation qu'on peut trouver au niveau d'un atelier, il y a l'implantation cellulaire. Et l'implantation cellulaire, l'atelier, il est formé de plusieurs cellules. Au lieu d'être formé de plusieurs machines, les machines sont regroupées en cellules. Et chaque cellule, elle est spécialisée dans la fabrication d'un certain type de pièces. On peut avoir des machines spéciales. Qu'est-ce que c'est qu'une machine spéciale? Donc, par exemple, c'est une machine qui a été conçue spécialement pour fabriquer un type de pièce. Par exemple, la machine spéciale pour fabriquer les bielles, pour fabriquer les vilebrequins, pour fabriquer un certain type de pièces, pour fabriquer les pistons, ainsi de suite.
Donc, si on a les quantités à fabriquer qui sont, si on a des quantités à fabriquer qui sont très importantes, donc là, d'un point de vue économique, la meilleure solution, c'est de concevoir une ligne de production dédiée. Parce que quel est l'inconvénient de la ligne de production? C'est qu'elle est trop chère. Donc, puisqu'elle est trop chère, donc pour pouvoir l'amortir, il faut avoir de grandes quantités de pièces à fabriquer. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'amortir une machine? Est-ce que vous savez ou ce que j'explique? Oui, je sais. Quand Oui, on rembourse le coût d'achat de cette machine en produisant avec cette machine. c'est ça. C'est ça, en fait. Et donc, par exemple, si la ligne de transfert, elle coûte, je sais pas, 1 milliard. Donc, si on fabrique pas les 20 000 pièces, donc on va pas pouvoir amortir cette machine. Parce que qui est-ce qui paye la machine? C'est les produits qu'on va fabriquer sur cette machine. Donc, on va les vendre et c'est la marge sur ces ventes qui va permettre d'amortir la machine. Et donc, si on a de grandes quantités, donc on conçoit des lignes de production. Si on a des petites quantités, on fait appel à des ateliers flexibles. Si on a des quantités plus grandes et on a besoin d'une certaine flexibilité, on fait appel à des cellules flexibles. Si on a de grandes quantités, donc on peut fabriquer des machines spéciales. Par exemple, on peut concevoir une machine spéciale pour la fabrication de bielle. Mais puisque les quantités ne sont pas importantes et puisque cette machine ne va pas être amortie sur une seule marque de bielle, donc on va concevoir une machine spéciale, flexible. Comment on va assurer la flexibilité? On va avoir la possibilité de changer des outillages, de changer des montages d'usinage, de faire des réglages de telle manière que au lieu de fabriquer une machine qui va fabriquer, au lieu de concevoir une machine qui va fabriquer les bielles de la Clio et une autre machine qui va fabriquer les bielles de la Mégane et une autre machine qui va fabriquer les bielles de la, je sais pas moi, de la Zoé par exemple. Donc, on va fabriquer une seule machine qui va fabriquer toutes ces marques de bielles puisque les bielles se ressemblent et via des réglages, on va pouvoir utiliser la même machine pour fabriquer plusieurs types de pièces. Mais ça sera une machine spéciale. Ça veut dire que ce n'est pas une fraiseuse classique ou un centre d'usinage classique ou un tour classique. C'est une machine qui a une autre structure qui est adaptée que pour faire des bielles. C'est tout. Donc, si tu lui demandes de faire un autre type de pièce que les bielles, donc elle ne va pas pouvoir être utilisée pour ça. Elle ne va pas être adéquate pour faire cela. Donc, elle est conçue pour fabriquer que des bielles. Mais l'avantage par rapport à la ligne de production dédiée, c'est qu'elle n'est pas prévue, elle n'est pas conçue pour faire un seul type de bielle, elle est conçue pour faire une panoplie de types de bielles en fait. Donc, elle est plus flexible que la ligne de production, mais elle est moins productive. Donc, on a, donc, dans ce sens, la productivité, elle augmente et la flexibilité, il diminue. Donc, l'atelier le plus flexible, c'est l'atelier classique. Et l'atelier le moins flexible, c'est la ligne de production dédiée. C'est bon? On passe à autre chose. Donc, moralité dans toute cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des systèmes de production, donc il n'y a pas un seul type de système de production, il y a plusieurs types. Et le choix, il doit être fait au début. Et on se base sur la quantité variété pour faire ce choix. Et bien sûr, comme on a dit, qui dit quantité variété, donc on doit viser une certaine flexibilité, une certaine réactivité et un certain temps de cycle en fait. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord. Alors, maintenant,
Oui. Alors, pour industrialiser un produit, en général, comme on avait dit au niveau de la conception d'un produit, il faut se baser sur le management de projet. Donc, le projet, c'est une activité non répétitive qui se déroule dans un temps limité et qui a un objectif donné. Par exemple, concevoir un véhicule, introduire une nouvelle technologie, entreprendre une démarche de certification qualité, mettre en place implémenter un logiciel GMA au niveau des services maintenance, ainsi de suite. De nos jours, le management de projet, il est devenu très important au niveau des entreprises. Et donc, un projet, il a un cycle de vie. Et donc, quand on veut industrialiser un produit, la première chose à faire, donc on va faire une étude de faisabilité, on va faire de la planification, du développement, de la réalisation. Et après, la dernière étape, c'est la mise en service. Donc, pour la gestion du projet, il y a un certain nombre de règles, parmi lesquelles le projet, il comporte plusieurs process. Il y a des processus de réalisation et des processus de management. Il ne faut pas négliger le processus de management. Donc, le projet, il doit être bien géré. Et il faut structurer le projet avec un chef d'équipe, avec des équipes de projet et assurer la planification du projet en utilisant des plannings, Gantt, ainsi de suite, pour suivre le projet. Quelles sont les étapes de conception d'un atelier? Donc, la première étape, c'est l'étude de faisabilité. C'est ce qu'on appelle analyse achat-fabrication. Donc, si par exemple une pièce elle est disponible sur le marché, donc si en faisant une étude économique, on va trouver que si on la fabrique au niveau de l'atelier, ça va coûter plus cher que si on l'achète du commerce. Donc, c'est pas la peine de continuer. Donc, il vaut mieux acheter la pièce au niveau du commerce et ça s'arrête là et on se concentre sur d'autres pièces qui sont plus complexes. Après, quand l'étude de faisabilité il est positif, donc on passe à l'avant-projet. L'avant-projet, c'est ce qu'on appelle l'établissement préliminaire des moyens. Et donc, l'établissement préliminaire des moyens, l'objectif, c'est... et donc, au niveau de la fabrication d'une pièce mécanique, par exemple, l'avant-projet, c'est l'élaboration de la gamme. L'élaboration de la gamme d'usinage, la gamme de fabrication. Donc, vous savez ce que c'est que la gamme de fabrication. Vous avez vu ça en fabrication mécanique. Est-ce que vous savez ce que c'est que la gamme d'usinage ou est-ce qu'on la détaille un petit peu? C'est clair la gamme d'usinage? Oui. D'accord. Et donc, après, la troisième étape, c'est le choix des moyens et le dimensionnement du système. Donc, lorsque l'avant-projet, il doit être validé. Donc, c'est un avant-projet. Ça veut dire qu'avant de passer au projet, il faut tout d'abord valider l'avant-projet. Donc, si l'avant-projet il est validé, on passe au choix des moyens, au dimensionnement du système. Et donc, après, il reste la conception d'un système de pilotage. Donc, on doit concevoir le système informatique de pilotage, prévoir des logiciels pour la supervision, ainsi de suite. Et après, c'est l'aménagement et l'implantation définitive. Qu'est-ce que c'est que l'étude de faisabilité? L'étude de faisabilité, c'est, comme on avait dit, l'analyse achat-fabrication. C'est le fait de répondre à la question est-ce qu'on doit fabriquer ou est-ce qu'on continue d'acheter? Par exemple, au niveau de l'OCP et de l'ONCF, l'ONCF, c'est l'Office national des chemins de fer. L'OCP, c'est l'Office chérifien de phosphate. Donc, par exemple, au niveau de l'ONCF, ils ont un atelier, les ateliers de Meknes, il y a des ateliers où il y a une fonderie, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez visité. Il y a une fonderie, il y a des machines
d'usinage, de fraiseuses, des tours, ainsi de suite. Et donc, au niveau des ateliers de Meknès, on fabrique des composants, des freins, des essieux. On fabrique même des essieux de locomotive, ainsi de suite. Donc, il y a des pièces qui sont fabriquées. Et donc, parfois, quand on achète une pièce, si cette pièce elle coûte trop cher, on peut se poser la question, est-ce qu'on continue à acheter cette pièce ou est-ce qu'il vaut mieux la produire localement? D'accord? Et donc, on fait une étude, par exemple, l'ONCF, ils ont fait des études. Ils ont trouvé, par exemple, que les freins, les essieux, ainsi de suite, un certain nombre de pièces, de composants, c'est plus important, c'est plus intéressant de les, euh, de les fabriquer localement, au lieu de continuer de les acheter. Et donc, la première étape, si on veut faire ça, c'est de définir les objectifs, les performances attendues, les taux d'utilisation, les quantités, les qualités, ainsi de suite. Donc, parfois, on peut trouver une pièce qui coûte trop cher. Je ne sais pas moi, qui est fabriquée par un procédé spécial, par exemple, par on fait un estampage et ça génère une qualité de la pièce qu'on ne pourra pas arriver à faire. Donc, la première chose à faire, c'est de faire des recherches au niveau du procédé pour trouver le procédé adéquat qui va permettre de sauvegarder les qualités de la pièce. Donc, parfois, pour certaines pièces, donc on peut avoir facilement des pièces qui coûtent vers les 50 000 dirhams, ainsi de suite. Et on continue de les acheter parce qu'on n'arrive pas à les fabriquer. Parce qu'on ne connaît pas, parce que parfois, il y a des petits secrets. Des petits secrets. Et on n'arrive pas à savoir avec quel procédé la pièce X elle a été fabriquée. Donc, on fait des études, on essaye de voir la matière avec laquelle elle a été fabriquée, la microstructure de cette matière. Parfois, on découvre le secret et on arrive à développer le procédé qui va fabriquer cette pièce. Parfois, on n'arrive pas à le faire. Et il faut aussi définir les contraintes. Donc, par exemple, au niveau de l'ONCF, ils ont des bâtiments, ils ont des utilités, et donc, parfois, donc, les contraintes ne permettent pas de fabriquer une pièce. Donc, il y a tellement de contraintes que on se dit, au lieu de la fabriquer, il vaut mieux continuer de l'acheter. Donc, en général, l'ONCF, ils achètent des pays européens comme la France, l'Allemagne, ainsi de suite. Et donc, au niveau de l'étude de faisabilité, on répond à la question, il faut faire une étude économique. Et on peut proposer différentes alternatives. Par exemple, pour une pièce mécanique, donc on peut garder plusieurs alternatives possibles. On peut par exemple dire que cette pièce, on peut la fabriquer par estampage, on peut la fabriquer par moulage, ainsi de suite. Et ce n'est qu'après qu'on va se fixer sur le procédé le plus adéquat pour fabriquer cette pièce. Mais au début, donc au niveau de l'étude de faisabilité, on peut proposer plusieurs alternatives. Après, il y a l'avant-projet. Qu'est-ce que c'est que l'avant-projet? Donc, comme on avait dit, quand il s'agit d'une pièce mécanique, l'avant-projet, c'est l'élaboration de la gamme d'usinage. Donc, après, quand on passe l'étape d'étude de faisabilité, on sait que c'est faisable. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de répondre, de détailler le comment on va faire. Par exemple, on va élaborer la gamme d'usinage. On va dire que la phase 10, on va faire l'ébauche et on va, par exemple, usiner la phase numéro 10 avec une fraiseuse, ainsi de suite. Après, on va utiliser une mise en position X pour usiner la surface Y, ainsi de suite. Donc, au niveau de l'agroalimentaire, donc l'avant-projet, c'est l'élaboration de la recette.
Donc, l'équivalent de la gamme d'usinage, c'est la recette. Donc, ce n'est pas la recette de cuisine. Donc, c'est la recette industrielle, en fait. Donc, ça s'approche de la recette de cuisine, mais bon, c'est une recette industrielle. Ça veut dire les ingrédients, comment on va cuire, comment on va faire ceci, comment on va faire cela, ainsi de suite. Donc, c'est un choix préliminaire des moyens. Donc là, il se pose une autre question. Est-ce que les moyens de production, on va les concevoir ou qu'est-ce qu'on va les acheter? À votre avis, quelle est la meilleure solution? Est-ce que la meilleure solution, c'est de concevoir les moyens de production ou est-ce que la meilleure solution, c'est de les acheter? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Hein? Dépend de la quantité à produire. C'est ça. Ça dépend de la quantité et de la variété. Donc, si on a de petites quantités à produire et on veut avoir des machines flexibles qui sont qui permettent de fabriquer une grande diversité, la meilleure solution, c'est d'acheter ces moyens. Comme ce qu'on a au niveau de l'atelier de l'ENSAM. Donc, les machines de l'atelier de l'ENSAM, ils ne sont pas conçus, ils sont achetés. Mais en général, la meilleure solution, c'est de concevoir. Parce qu'en général, les industriels, ils ne fabriquent pas 2 pièces ou 3 pièces. Et ils fabriquent parfois de grandes quantités de pièces. Et parfois, ce n'est pas économique d'avoir des machines classiques. Ce qui est plus économique, c'est d'avoir des machines spéciales. Par exemple, si vous voulez fabriquer une pièce mécanique au niveau de l'atelier de l'ENSAM, donc son prix de revient, il va être facilement de 2000 ou 3000 dirhams. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les coûts fixes et les coûts variables, ainsi de suite. Donc, une étude de coûts. Par exemple, vous prenez par exemple un dessin de définition. Vous savez que c'est qu'un dessin de définition d'une pièce mécanique? Est-ce que tout le monde connaît ce que c'est qu'un dessin de définition d'une pièce mécanique? D'accord. Et donc, vous allez chez un atelier et vous lui dites de vous faire un devis. Vous savez ce que c'est que le devis? Il contient les prix. C'est ça. Vous allez lui dire, je veux fabriquer cette pièce, combien ça va me coûter? Quelle est la première question qu'il va vous poser? La quantité. D'accord? Il va vous dire, si vous voulez 100 pièces, ce n'est pas le même prix que si vous voulez 2 pièces. Quel est le plus cher? 2 pièces, normalement. Oui, par exemple, une pièce mécanique classique, par exemple, où les tolérances ne sont pas trop serrées. Donc, ça peut coûter facilement vers le 2000 dirhams. Mais si c'est 100 pièces, ça peut aller de 2000 dirhams vers 500 dirhams. Donc, pourquoi? Parce que l'industriel, donc quand il va fabriquer une grande quantité, il va faire des économies d'échelle. Mais s'il fabrique une petite quantité, ça va lui coûter plus cher parce qu'il ne va pas faire d'économie d'échelle. D'accord? Et donc, parmi les économies d'échelle qu'on peut faire, c'est de concevoir cette machine. Donc, si on conçoit une machine, elle va forcément être plus productive et forcément, elle va permettre à l'industriel de gagner plus d'argent. C'est bon? Donc, moralité de tout ça, c'est que le choix, est-ce qu'on achète ou on fait la conception des machines qu'on va utiliser pour fabriquer un produit, c'est en général la quantité et la variété. Donc, quand on a réalisé l'avant-projet, donc au niveau de l'avant-projet, il faut détailler la solution retenue à l'issue de l'étude de faisabilité et élaborer un dossier de synthèse qui va refléter les choix qui ont été faits. Par exemple, si on veut acheter une machine, donc on doit élaborer un dossier qui définit
les caractéristiques de cette machine. Est-ce qu'on a des tours, est-ce qu'on a des fraiseuses? Ces tours, quelles sont leurs dimensions, quelles sont leurs capacités? Est-ce qu'on connaît l'offre déjà? Est-ce qu'on a une idée sur les machines qu'on veut acheter, ainsi de suite? Si c'est des machines à concevoir, et donc, ça va être les dossiers de conception. Parce que même quand on va concevoir, ça veut pas dire qu'on va être obligé de fabriquer toute la machine. La conception, on peut acheter des unités et faire l'assemblage, par exemple, faire le câblage, ainsi de suite. Monsieur, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette réunion est en cours d'enregistrement. peut-être un problème de connexion. Ça doit être ça, oui. Je ne sais pas, est-ce que ça continue d'enregistrer ou est-ce que ça a arrêté? Je pense que ça continue. Oui, ça continue, monsieur. Ça continue. D'accord, on continue. En fait, je vais brancher le chargeur, comme ça il n'y aura pas de problème de courant. On va éliminer le problème de courant. Comme ça, on ne va pas avoir de surprise. D'accord, je vais partager l'écran. Oui, où il est? Oui. Qu'est-ce qu'on disait? C'est quoi ça? D'accord. Donc, on était en fait là. Donc, l'avant-projet. Et le choix des moyens. Donc, après, quand on a validé l'avant-projet, donc on passe au projet. Et au niveau du projet, on doit choisir les moyens, les dimensionner, dimensionner le système en se basant sur la production visée, sur son évolution dans le temps, et on peut faire un équilibrage des lignes de production, on peut faire une spécification détaillée des équipements qu'on veut concevoir ou acheter. Ça dépend
on veut les acheter ou on veut les développer. On doit aussi prendre en considération l'hygiène, sécurité, environnement, l'ergonomie, ainsi de suite. Donc, de nos jours, c'est des considérations qui sont très importantes. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'hygiène, sécurité et l'environnement? Donc, la sécurité de l'opérateur. Donc, la sécurité de l'opérateur, elle doit faire partie du cahier de charge. Donc, lorsqu'on va concevoir une machine, donc on doit prendre en considération les aspects sécurité. Donc, si par exemple, on a des machines qui sont dangereuses, il faut prévoir des portières pour se protéger. Si on a par exemple, des processus où il y a des matières toxiques, il faut avoir des systèmes pour se protéger, ainsi de suite. Par exemple, au niveau du procédé de peinture, il faut mettre en place des moyens de protection, ainsi de suite. Et l'ergonomie, c'est quoi l'ergonomie? Est-ce que vous avez une petite idée sur ce que c'est que l'ergonomie? L'ergonomie, c'est un rapport avec les conditions de travail. Donc, les conditions de travail, elles doivent être agréables en fait. Donc, parce que les mauvaises conditions de travail, elles peuvent générer des troubles musculo-squelettiques, des malaises dus à la mauvaise posture, dû à la charge à soulever si elle est très importante, ainsi de suite. Donc tout ça, il est défini par les ergonomes dans des standards. Il y a des standards ergonomiques en fait. D'accord. Et la dernière étape, c'est la conception du système de pilotage et l'implantation du système. Qu'est-ce que c'est que la conception d'un système de pilotage? C'est de concevoir les logiciels et de supervision, le système d'ordonnancement, la gestion des capacités de production qu'il faut prévoir au niveau du système de production. Et vers la fin, il faut prévoir un aménagement, une implantation définitive des moyens de production. Qu'est-ce que c'est qu'une implantation de production? C'est le fait de répondre à la question où. Où est-ce qu'on va poser les machines? Pour minimiser les manutentions. Et à la fin, on doit réceptionner les matériels, contrôler les travaux, installer les moyens de production et commencer la production. D'accord. Donc, on avait déjà abordé le cycle de vie du produit. Donc, on avait dit qu'un produit passe par différentes phases durant son cycle de vie. Bon, il y a des auteurs comme Hayes et Wheelwright, ils ont proposé un cycle de vie du process. Et ils ont proposé ce qu'on appelle une matrice produit-process. Donc, c'est une matrice qui va visualiser simultanément la position d'un produit dans son cycle de vie et l'organisation de sa production. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, le processus, lui aussi, il évolue comme le produit. Donc, en phase d'industrialisation, le produit, il n'est pas très standardisé. Sa conception, elle n'est pas figée. Et la demande, elle varie. Au début, en général, la demande, elle est faible. Et au fur et à mesure, la demande augmente. Donc, le processus, idem, il commence sous forme de job shop. Donc, les processus de job shop, c'est les mieux adaptés dans ces phases. Quand le produit passe à une étape de maturité, donc, le produit il est plus standard, les volumes de production ils augmentent. Et donc, on évolue vers des systèmes où on cherche plus la productivité que la flexibilité. Et la production en ligne, elle est la mieux adaptée à cette étape. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interaction produit-process. Donc, le produit n'est pas indépendant du process et le process n'est pas indépendant du produit, ils interagissent. Donc, en phase d'industrialisation, les gammes et les tâches et les spécifications techniques ne sont pas définitives. Et donc, on passe par une étape d'optimisation dans laquelle on va équilibrer les lignes de production, réimplanter les moyens,
optimiser l'espace, ainsi de suite. Et donc, au début, on a ce qu'on appelle les échantillons initiaux et la pré-série. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillon initial? Donc, par exemple, supposons que vous avez un industriel de câblage. Donc, les industriels de câblage, donc le constructeur, ils peuvent leur demander de faire la conception d'un câble. La conception du câble moteur, par exemple, de la Mégane, par exemple. D'accord? Au début, donc, le câble n'est pas défini. C'est l'industriel qui va concevoir ce câble. Et donc, le constructeur, il va lui donner, par exemple, si c'est un câble moteur, il va lui donner les dimensions de ce moteur, l'encombrement, ainsi de suite. Et c'est lui qui doit proposer le câble avec les fils qu'il va utiliser au niveau de ce câble, les connecteurs qu'il va utiliser, ainsi de suite. Et pour valider la conception, donc le constructeur, il peut demander des échantillons initiaux. Échantillon initial, ça permet de valider c'est comme le prototype. Il permet de valider la conception. Donc au début, pour fabriquer les échantillons initiaux, donc le câbleur, il ne va pas s'intéresser au processus de production. Donc le processus de production, il ne va pas l'optimiser. Même si ça lui coûte cher, donc l'essentiel pour lui, c'est de fabriquer un câble qui va être homologué, qui va être validé par le constructeur. Donc est-ce que ça va lui coûter 200 dirhams ou 300 dirhams? Il s'en fout. Pour lui, son premier objectif, c'est de fabriquer un câble conforme que le constructeur va valider et comme ça, il va prendre le marché. Après, quand il a pris le marché, donc il peut s'attacher à équilibrer les lignes de production, revoir l'implantation des moyens de production, optimiser l'espace, ainsi de suite, pour réduire le coût de revient du produit. C'est bon? Donc, on peut, après l'échantillon initial, on peut avoir une pré-série. Donc, le constructeur, il peut demander au câbleur de lui fournir tout d'abord une pré-série. Donc, la pré-série, il peut ne pas l'utiliser. Il peut seulement la tester pour vérifier est-ce que l'équipementier, il sait bien faire les choses. Parce qu'au début, on peut lui fournir des échantillons initiaux qui sont très bons, mais après, au niveau de la pré-série, on va lui envoyer n'importe quoi. Donc, pour avoir plus de sécurité, donc, il valide le processus par une pré-série, en fait. Et donc, au niveau des échantillons initiaux et de la pré-série, on peut faire appel à des implantations en section homogène et on évolue au fur et à mesure vers les lignes de production. Donc, la notion de cycle de vie du processus, elle évolue en parallèle avec le cycle de vie du produit. Donc, on peut dire qu'en plus du cycle de vie du produit, il y a aussi un cycle de vie du processus. Donc, c'est clair cette notion de cycle de vie du processus? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce que ce n'est pas très clair? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose à ce niveau? C'est bon, c'est clair? Je pense que c'est clair, monsieur. D'accord. Passons maintenant à la conception d'un système de production. Donc, comme on avait dit, un système de production, c'est l'ensemble des moyens matériels, humains, financiers et informationnels qui sont combinés pour atteindre les objectifs de la fonction industrielle. Quels sont les objectifs de la fonction industrielle? C'est le QCD. Fabriquer un produit de bonne qualité, à moindre coût et livré dans les délais. Ce qu'on appelle les tritypes QCD. Et donc, le système de production, il est formé de processus principaux. Donc, les processus principaux, c'est le processus de fabrication du produit. Donc, les processus principaux, à l'entrée, il y a les matières premières et à la sortie, il y a le produit fini. Mais est-ce que les processus principaux, ils peuvent fonctionner tout seuls? Non. On ne peut pas avoir un système de production où il n'y a que les processus principaux. Pourquoi?
que il doit y avoir des processus de support. Et il faut comprendre ici le support, en anglais, to support. To support someone, ça veut dire c'est lui porter secours. Par exemple, le processus principal, on peut avoir des pannes machines. S'il n'y a pas de processus de maintenance pour venir réparer les machines, donc le processus principal va forcément s'arrêter. Le contrôle de la qualité. Donc, quand on a un atelier d'usinage, donc on va avoir des défauts forcément. Et si on n'a pas un service qualité qui va être là pour analyser le défaut et proposer des solutions, donc l'atelier ne va pas pouvoir fonctionner. Parce que c'est chaque jour, il y a des défauts au niveau des ateliers et il faut qu'il y ait les services qualité là pour arrêter la production, pour identifier les défauts, pour faire une analyse, pour proposer des solutions. Il y a le bureau d'études. Donc, si on a un processus qui fabrique toujours le même produit, à un certain moment, le produit va être dépassé. Et s'il n'y a pas le bureau d'études qui va améliorer les caractéristiques du produit, qui va innover, concevoir des produits, de meilleurs produits, améliorer la qualité des produits, ainsi de suite. Donc, les processus principaux ne peuvent pas fonctionner tout seuls. Il doit y avoir les processus de support. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système de production? C'est un ensemble de processus qui sont combinés pour atteindre les fonctions, les objectifs de la fonction industrielle. Dans ces processus, on a les processus principaux qui sont en contact direct avec le produit et qui permettent de transformer les matières premières en produits finis. Et il y a les processus de support qui sont là pour apporter une aide aux processus principaux. Et donc, au niveau des processus de support, on va trouver un processus de maintenance, un processus de qualité, un processus de bureau d'études, de conception des pièces, ainsi de suite. Un processus d'industrialisation au niveau des méthodes, ainsi de suite. Donc, le processus d'industrialisation, comme on a dit, ça consiste à choisir les moyens nécessaires pour exécuter un travail en optimisant le coût et les temps de réalisation. Donc, le processus d'industrialisation, donc, pour réussir le processus d'industrialisation, on fait appel à des démarches, à des concepts. Parmi ces démarches, il y a l'ingénierie simultanée. Qu'est-ce que c'est que l'ingénierie simultanée? L'ingénierie simultanée, c'est la simultanéité. Donc, l'ingénierie simultanée, le contraire de l'ingénierie simultanée, c'est l'ingénierie séquentielle. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le time to market. Qu'est-ce que c'est que le time to market? Donc, le time to market, il peut être traduit en français par le temps nécessaire pour commercialiser un produit. C'est le temps qui s'écoule entre l'apparition du besoin jusqu'à la conception du produit qui va combler ce besoin. Donc, c'est en quelque sorte le temps nécessaire pour concevoir un produit. Donc, ce temps, c'est un critère de compétitivité. Donc, l'entreprise qui est le plus rapide au niveau de la conception, c'est elle qui va être le plus compétitive. Parce qu'il s'est avéré que la demande, elle augmente et après un certain temps, elle diminue. Et donc, il y a une phase où la demande, elle est la plus importante. Et donc, l'entreprise qui arrive à concevoir un produit le plus rapidement possible, c'est elle qui va pouvoir lancer le produit lorsque la demande elle est importante. Et les autres qui vont s'attarder au niveau de la conception, ils ne vont avoir que les restes du marché que leur a laissé l'entreprise qui est la plus rapide au niveau de la conception, qui est la plus innovante en fait. Donc c'est pour ça que le temps de conception, c'est un critère de compétitivité. Il faut pouvoir concevoir un produit et l'industrialiser le plus rapidement possible. L'ingénierie séquentielle, c'est le fait de dire que on commence la conception du processus lorsqu'on a terminé la conception du produit. On ne commence la réalisation des outillages lorsqu'on a terminé la conception du processus. On ne commence la production que si on a terminé l'industrialisation, ainsi de suite.
Et donc, il est déconseillé de faire comme ça parce que dans ce cas, le time to market va être très grand. Et donc, il est conseillé de faire les choses en parallèle. C'est pas vraiment ça, il y a ce qu'on appelle la vision métier. Qu'est-ce que c'est que la vision métier? Donc, la vision métier, c'est le fait de dire que le commercial, il fait l'analyse de besoins, le bureau d'études, il fait la conception, le bureau de méthode, il fait l'industrialisation et la production produise. Donc, cette vision, elle est dépassée. De nos jours, on adopte une vision projet dans laquelle on a un projet avec différentes étapes. Et au niveau de la définition du besoin, on va avoir une équipe de projet qui est composée de commerciaux, de gens du bureau d'études, des gens de la production, des gens de la qualité, de la logistique, ainsi de suite. Ce qu'on appelle des équipes projets multidisciplinaires. Et donc, dans la vision de projet, donc l'ingénierie simultanée encourage d'avoir des équipes de projet multidisciplinaires. Et il y a le concept DFMA, Design for Manufacturability and Assembly. Donc, c'est quoi cette notion de concept DFMA? Donc, il s'est avéré que si on laisse les concepteurs faire la conception à leur aise, après on transmet le projet aux agents de bureau de méthode pour fabriquer le produit. Donc, les agents de bureau de méthode, ils vont trouver que la conception qu'a fait le concepteur, il y a plusieurs formes qui sont difficilement fabricables. Donc, c'est difficile à réaliser. Et ils vont faire un retour en arrière vers le concepteur pour lui dire, attention, cette partie, cette forme, on ne peut pas la réaliser. Ce matériau, il n'est pas usinable. Parce que ce qui intéresse le plus les concepteurs, c'est la fonctionnalité du produit. Comment il va être fabriqué. Donc ça, c'est une chose qui ne détaille pas trop. Donc ce n'est que lorsque le produit arrive vers les méthodes qu'il se rend compte qu'il y a un problème. C'est pour ça que parmi les solutions qu'on a proposées à ce problème, c'est d'avoir au niveau du bureau de méthode une section soutien à la conception. Donc, lorsque le produit il va être conçu, cette section d'agents du bureau de méthode qui connaissent bien le processus de production, ils vont assister les concepteurs pour leur dire attention, cette forme, on ne peut pas la réaliser. Attention, la forme de cet outil n'est pas adéquate. Donc, il vaut mieux avoir des formes qui sont arrondies, ainsi de suite, parce que les formes vives, donc c'est difficilement réalisable, ainsi de suite. Donc, on propose aussi une section amélioration continue et résolution de problèmes parce que quand le projet il passe au niveau de l'atelier, donc en général, il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Et en général, les chefs d'atelier de production, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas les connaissances méthodes nécessaires pour résoudre ces problèmes. C'est pour ça qu'ils doivent être aidés par des agents de bureau de méthode. Donc, nous avons terminé le premier chapitre. Donc, sur ce, on arrête là. Je vous souhaite bonne chance. Et la séance prochaine, on va continuer. On va aborder directement le deuxième chapitre. Merci, monsieur. Donc, j'arrête l'enregistrement. J'espère